Alors oui, la créativité est un concept complexe à définir, autant qu'elle prend des formes tellement différentes. Le risque est qu'elle devienne insaisissable, une pure fabrication théorique de l'esprit. Avec ce podcast, on va essayer de la ramener au plus proche de nous, dans le vécu, dans ce qu'elle raconte de nous quand on est rencontrée dans nos vies, autant professionnelles que personnelles. Car il me semble que la créativité se fiche pas mal des cloisonnements. Bon, cela dit, on va se mettre d'accord sur une définition de base. La créativité, elle englobe la capacité d'une personne à générer des idées nouvelles, originales et utiles, que ce soit pour elle ou pour les autres, ainsi qu'à combiner des éléments existants de manière innovante, pour résoudre des problèmes, pour transformer une situation, pour créer des œuvres ou pour concevoir de nouveaux produits, tout simplement. On peut avoir tendance à penser que la créativité se limite aux arts, mais elle est partout, dans bien d'autres domaines. En fait, elle est là où on lui laisse de la place. Elle est souvent associée à l'imagination, la mise en perspective, la curiosité, la flexibilité ou encore la capacité à prendre des risques. Bref, je pense que la créativité est une alliée de premier choix dans nos vies actuelles. Je m'appelle Christophe Leclerc et bienvenue dans Echo, le podcast qui s'intéresse à ce qui arrive quand des personnes laissent s'exprimer leur créativité. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. On s'est eu il y a quelques jours au téléphone et je prenais un peu des nouvelles et j'essayais de savoir un peu où t'en étais. Tu m'as fait la liste des projets professionnels qui t'animent en ce moment. Et en raccrochant, je me suis dit que le terme touche à tout, il serait bien adapté à ton cas. Et pour essayer de comprendre un peu le personnage multifacette qui s'appelle Farquaad dans l'histoire, je vais faire un pêle-mêle de ce que tu m'as dit. Donc, organisation de festivals citoyens, création d'escape games éco-responsables, gestion d'une boutique de CBD, consultant senior chez Airbus, vente de bras zéro, écriture d'un livre entre astrologie et politique, plus, j'imagine, tout ce que tu m'as pas dit. Et là, je vais marquer une pause. Peut-être que toi, auditeur, tu te demandes en fait où ça va mener tout ça. Et je vais essayer de prendre une direction qui va un peu synthétiser tout ça, parce que je pense pas que ce soit ta volonté de toucher à tout, juste pour toucher à tout et de collectionner les projets. Et je me suis dit que pour comprendre cet éventail de projets professionnels, qu'il fallait remonter à ta source. Et parce que je suis sûr que tout mène au même centre chez toi. Et quand on en a parlé, t'as commencé à me donner des pistes pour trouver ce centre. Et tu m'as parlé de ton côté utopiste, de ta volonté de trouver des points de convergence entre les gens et aussi de l'envie de les comprendre. Et ma première question, c'est, il y a des matins où tu te réveilles et que tu galères à rassembler toutes ces parts de toi, ou c'est fluide en général? Non, c'est toujours assez fluide. C'est vrai que là, quand je fais le florilège de ce que tu viens de dire, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mec, en fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ça? C'est quoi ce chemin de vie? Le mec sait pas où il va. Au départ, je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a toujours une volonté de rechercher du sens et de donner du sens à ce que je faisais. Donc, le meilleur moyen que j'ai trouvé au départ, c'était d'essayer de toucher à tout, pour essayer de m'accrocher à quelque chose, en me disant, tiens, ça me plaît, tiens, j'ai testé, ça me plaît pas plus que ça, tiens, je vais passer à autre chose. Et en fait, je me rends compte que c'est pas ça, c'est juste que je suis énormément curieux et que j'ai envie d'apprendre sur plein de choses. Et donc, en fait, j'adore profondément toucher à tout parce que ça me permet de rencontrer des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Okay. Et du coup, ça me permet d'être en contact permanent avec des gens qui parlent de tout et pas du tout les mêmes sujets. Donc, quand tu parles de bras zéro, quand tu parles d'Airbus, les gens se disent, mais que fait le mec, en fait? Qu'est-ce que c'est son concept? Ça marche pas. Ouais, mais je pense que une de mes premières questions que t'as résolu d'un coup, c'est est-ce que tu te sens une personne créative? Et le simple fait de mettre en avant le fait que t'es une personne curieuse, pour moi, ça répond tout de suite à la question, puisque j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on partage entre tous les créatifs. C'est une forme de curiosité qui est débordante. Et donc d'une certaine manière, pour moi, la réponse est déjà donnée. Et tu m'avais dit aussi qu'il y avait j'aimerais bien avoir ta réaction à ça, que
t'avais une démarche peut-être au début qui n'était pas dite créative parce que tu pensais que les créatifs c'était des gens manuels. T'en es où avec ça aujourd'hui? Ça c'est vraiment un truc que j'ai eu pendant longtemps. C'est-à-dire que j'étais persuadé que pour être créatif, fallait savoir peindre, fallait savoir dessiner, fallait savoir coudre, fallait savoir. Bon, ça c'est parmi ces choses-là, il y a toujours des trucs que je sais absolument pas faire. On va pas se mentir. Mais j'ai compris que je pouvais être aussi créatif par la réflexion et par les idées que je pouvais avoir beaucoup plus que ce que je pensais. Donc par rapport à ça, aujourd'hui, je suis terriblement créatif et là beaucoup trop parfois, mais ça me fait vibrer parce que je pars dans tous les sens. Alors après, ça c'est une de mes problématiques, il faut que j'arrive à rester ancré dans tout ce que je fais, mais au moins, en fait, je me sens vivant dès lors que j'ai des projets en fait. Et sans projet, je vibre pas. Donc il y a des passages de vie où quand j'ai pas grand-chose, quand les périodes sont compliquées, si je me raccroche pas à un truc créatif, je vais te donner un exemple concret. Pendant le confinement, Ouais. je me suis enfin mis au piano parce que c'était une frustration depuis toujours de me dire putain, on m'a proposé 20 fois de faire du piano, j'ai toujours dit non par ego pour dire allez vous faire foutre, tout le monde fait du piano, moi je vais faire autrement. Bon, finalement ça me manque. Donc je me suis mis au piano. Bon, je suis nul, mais je m'y suis mis et je sais lire des partitions maintenant. Et ça, quand je vais pas bien, je me remets au piano, même si c'est tout pourri ce que je suis en train de faire, ça me relance en fait et ça me rééquilibre. Et ça c'est le cœur de mon existence aujourd'hui. Et sans ça, en fait, voilà, je suis pas je m'éclate pas en fait. Moi, il y a ce truc que j'essaye aussi de mettre en avant pour casser un peu cette idée, comme tu dis, que le créatif est forcément quelqu'un qui a un savoir-faire. De ramener aussi cette dimension plus intérieure de la créativité et qui est une manière qui est presque un savoir-être. Est-ce que toi, il y avait une forme d'évidence à participer à un podcast dédié à la créativité? Alors, le partage alors la créativité en tant que telle, pas forcément, puisque j'ai mis du temps avant de comprendre que j'avais de la créativité, que j'étais capable de créer, et qu'en fait on est tous capables de créer, mais après c'est normal, hein, on est tous éduqués différemment, on apprend tous des choses différentes, donc on n'est pas forcément amené à être sensible à ce sujet-là. Un podcast sur le partage, oui, par contre, ça c'était pour moi c'est quelque chose de, parce que je suis dans l'écriture d'un livre, donc Oui. je suis déjà dans cette démarche-là, donc. Et comme je te le disais au téléphone la semaine dernière, j'avais fait un autre premier livre, bon, qui était un autre concept, mais qui était une première étape vers ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et il y a cette volonté d'être compris ou d'être dans une démarche justement de compréhension de l'autre ou de compréhension de soi. Je pense qu'il y a une volonté, mais ça c'est un truc que j'ai depuis toujours en moi. Alors, certains diront que c'est un délire personnel ou égocentrique. J'ai toujours eu la conviction depuis toujours que j'avais quelque chose d'important à faire dans ma vie. Tu vois, de partager ou tu sais, comme pour orienter. Alors c'est pour ça que la politique m'a toujours intéressé. C'est pour ça que je suis très très près de tout ça, parce que j'ai cru pendant un moment que j'allais m'orienter vers ça. Et puis finalement, bon, ça s'est fait encore il y a quelques années, parce que je me suis présenté à une mairie. Donc j'ai quand même été jusqu'au bout de la démarche. Mais j'ai toujours eu la conviction que j'avais des choses à dire pour essayer d'aider. Alors ça paraît complètement, c'est mon côté utopiste complet, mais pour participer en tout cas au mouvement d'humanité, tu vois, ça paraît complètement démesuré comme je le dis, mais il y a vraiment cette volonté qui est en moi. Je dois participer à ça. Donc en fait, du coup, l'écriture d'un livre était évidente d'une manière ou d'une autre pour partager. Oui, et puis j'entends complètement ce genre de choses. Hein. Je me dis que si tu veux vivre ou rencontrer une expérience pour soi, en fait, t'es obligé de la commencer à un moment ou un autre et de la faire exister déjà soit dans une forme de rêve ou une pensée comme ça qui peut être vue ou vécue de prime abord comme un peu utopiste. Je pense qu'on est obligé de passer par cette étape-là parce que c'est l'étape où les choses peuvent naître. Donc pour moi, je m'entends carrément et puis il n'y a pas de... Et puis surtout que maintenant que je suis dans le cœur du livre, puisque ça fait 1 mois que je suis dessus, chaque fois je me dis, bon, est-ce que tu vas être en capacité d'écrire des trucs sur ça? Mais en fait, j'ai des millions de choses à dire en fait. Donc au final, peu importe le résultat, donc pour revenir à ta question juste avant, est-ce que je cherche une reconnaissance? Enfin, c'est pas si c'était forcément la reconnaissance, mais en tout cas un besoin d'être compris aux yeux des autres, c'est pas forcément ça. C'est même pas un besoin de reconnaissance. Enfin, je crois pas.
Peut-être que je me mens, on s'en saura plus tard. Mais enfin, je serais ravi en tout cas que ça puisse amener du débat. Moi, derrière, ce qui m'anime, c'est ça. C'est que les gens se posent pour discuter et c'est le fond des problématiques du monde d'aujourd'hui. Donc, je me trouve plutôt en harmonie avec ça. C'est-à-dire que le monde va mal. J'ai pas inventé ce qui se passe un peu partout, mais Oui. il y a plus de débat, il y a plus de discussion, il y a plus d'échanges. Il y a beaucoup d'invectives, de colère et de rage. Et du coup, je milite de manière complètement utopiste vers ça, pour que les gens se posent, se regardent et discutent, même s'ils sont pas d'accord. Voilà, donc ça c'est le fond de mon truc. Ouais. Et de manière générale, c'est quoi qui te vient à l'esprit quand tu penses au mot créativité? Bah aujourd'hui, ça va être projet, Ouais. mais projet type, tu vois là j'ai un autre projet qui est tombé. C'est drôle parce que c'est un projet qui est né avec une copine là il y a 3-4 jours. Hein. Ok. Ça serait de monter un bar à vin autour de l'astrologie. Excellent. Donc en fait, j'ai toujours des trucs qui me viennent, mais j'ai tout et n'importe quoi. Donc quand je pense créativité, en tout cas, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est musique. Et c'est quelque chose qu'on a partagé à un moment. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime tous les jours en fait. Et d'ailleurs, ça fait aussi partie. Je le dévoilerai pas tout de suite ça, mais ça, il y aura de la musique. Il y aura un volet musique dans le livre parce que ça fait partie de moi profondément et c'est une partie de ma vie qui m'a énormément aidé à grandir. Donc musique derrière créativité d'abord. Ok. Bah, ça répond un peu à une question qui suivait. Et, mais je vais te la poser quand même parce elle mérite. Elle mérite. Comment tu te sens en ce moment? Et est-ce que c'est une période que tu pourrais vivre comme une période créative? Alors pour être très honnête, les 3 dernières semaines ont été assez compliquées. Ouais. Je me suis senti complètement oppressé par tout ce qui se passe partout dans le monde en fait. Mhm. Très bizarrement. Je suis naturellement un peu comme ça, je suis assez éponge. Donc je ressens beaucoup, je ressens un peu les ambiances globales. Ouais. Et pourtant je suis à la campagne, je suis pas dans une grande ville, je suis un peu éloigné de tout ça. Mais ça a été 3 semaines un peu dures. Et là, depuis une semaine, je retrouve une énergie que j'avais complètement perdue. Ok. Donc les 3 dernières semaines en créativité, zéro. Et beaucoup de mal à aller vers la musique ou beaucoup de mal à faire des trucs pour me relancer. Vraiment, il y a que le karaté qui me permet de tenir le coup sur ça. Mais ça a été dur. Même ça a été dur. Et là, ça va mieux depuis 10 jours, globalement. Ça, c'était le début de ta première question. C'est comment je vais. Ouais. Donc ça, est-ce que je crée? Non, là, ces 3 dernières semaines, j'ai eu beaucoup de mal. Franchement, ça a été compliqué. Là, je me sens beaucoup plus en capacité. Mais clairement, hein, si l'énergie y est pas, autant des fois, ça m'aide à me redonner de l'énergie, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Mhm. Autant là, ces dernières semaines, ça a été vraiment compliqué. J'arrivais pas à trouver il y avait rien qui m'animait, tu vois. C'est comme si c'était beaucoup plus puissant ce qu'il y avait à l'extérieur pour me permettre d'être en mouvement. J'y arrivais pas. Ok. Et moi, ça m'aiguille sur un peu le contexte qui pourrait te rendre créatif. Et moi, ça m'intéresse toujours comme ça avec les invités de comprendre de quoi ils partent pour aller vers une forme de geste créatif ou de pensée créative. Je vais revenir sur quelques mots que t'as dit avant parce que ça me semblait intéressant à explorer. Tu t'as mis quand même de côté l'idée que la colère était pas très créative. Elle avait tendance à mettre les choses dans une case et que ça avait tendance à pourrir, quoi. Et que c'était pas ce que tu recherchais. Du coup, t'as mis ça en opposition avec le lien et le débat, la rencontre avec l'autre. Est-ce que, pour être par rapport à tout ce que tu as dit là, est-ce que y a un environnement qui t'est favorable pour être créatif, que ce soit un environnement humain ou un environnement personnel? Ah bah oui, clairement, mais en fait, en réécoutant ce que tu es en train de dire, il y a plein de gens qui sont totalement à l'opposé de moi, c'est-à-dire qu'ils vont être en capacité de créer justement dans ces énergies-là. Moi, c'est pas du tout Moi, dans ces énergies-là, j'ai besoin de me recentrer et d'être en harmonie en fait. Et quand je suis en colère, parce qu'on est tous en colère, on est tous pas contents, on est tous plein d'émotions. Ouais. Moi, je suis pas capable de créer. J'ai d'abord besoin de me recentrer. Donc et justement, la musique ne m'aidait pas à me recentrer ces derniers temps. C'est comme si c'était plus fort.
Donc j'ai vraiment besoin moi d'un environnement où je me sens l'esprit apaisé. C'est Ok. beaucoup plus compliqué quand t'es non parce que j'ai trop de questions et en fait les questions prennent le pas sur toutes mes instincts. Allez tiens si je pensais à ça si c'est pas du tout naturel en fait et je me fais Mhm. pourrir par le mental dans ces moments-là. Donc du coup je suis plus du tout dans le créatif. Ok. Et je reste quand même sur cette émotion de la colère parce que pour en avoir discuté quand même avec pas mal de créatifs, c'est une émotion qui revient assez souvent. Soit comme quelque chose qui est vécu et mal vécu, soit comme quelque chose qui peut être mis à profit. Et je me dis, je sais que la musique et particulièrement le hip-hop, quelque chose qui vibre pas mal chez toi. Et même vu d'un peu de loin, moi je suis pas forcément très branché hip-hop, mais je considère comme certaines musiques il y a un vecteur commun, il y a une émotion commune, et on retrouve assez souvent quand même dans le hip-hop, comme on peut trouver dans le rock par exemple, Mhm. que la colère est vraiment un fondement, c'est-à-dire elle permet de donner une direction à la parole ou à la pensée. Et donc du coup, par rapport à ce que tu dis, toi, tu as l'air de pas être créatif dans ces moments-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a plein de gens aussi qui pourraient en faire quelque chose qui soit créatif. Est-ce que tu t'es déjà posé la question d'en faire quelque chose de cette colère ou tu la laisses juste passer? Alors j'ai déjà écrit des textes de rap sous colère. Mm. Et je les ai retouchés 20 fois en fait. Alors il y a des trucs très bien hein, parce que il fallait que ça sorte et il fallait que ça soit exprimé sous cette forme-là. Ouais. Mais en fait, je vois bien que je suis beaucoup plus au clair quand je suis pas dans cette émotion-là. Ok. Pour autant, et c'est tout le paradoxe, mais c'est parce que la vie est ainsi faite. Je vais dire tout et son contraire, c'est que pour autant, dans ces moments où je suis moi pas bien, le rap m'aide énormément d'habitude à m'apaiser parce que je suis dans cette énergie qui me recentre Ok. et je me réharmonise avec ça. Mais je ne suis pas en grande capacité à pondre quelque chose d'un Ouais, point de t'es vue plus créatif. réceptif quoi à ce moment-là. Ouais, là par contre je suis réceptif et donc du Ok. coup non, j'ai besoin d'énormément de rap dans ces moments-là Ouais. parce que je ressens cette énergie-là et du coup ça m'harmonise et ça me permet de redescendre après en même temps. Ouais. C'est complètement paradoxal mais Non, non, c'est mais comme ça que je fonctionne. j'entends hein, parce qu'il y a certains morceaux de rap ou certains artistes qui vont avoir un fond, même s'il y a il y a une direction qui est donnée par une forme d'incompréhension, voire de colère, le fond est souvent l'envie quand même de résoudre le problème, de trouver une issue favorable. Donc tu peux trouver une forme, entre guillemets, d'impulsion thérapeutique, si tu veux, dans le texte, même si ça naît d'un terreau de violence, si tu veux. Et d'ailleurs, j'allais dire un des artistes, moi, qui me fait le plus grand bien et qui pourtant est loin de s'exprimer d'un point de vue colérique, Ouais, que tu connais, qui est Kerry James. ouais. Et moi, c'est quelque chose qui me transcende encore plus parce que le mec est calme et tu sais très bien qu'il y a une colère monstrueuse derrière. Il le dit de manière tellement calme que ça perturbe complètement la manière dont ça résonne. En tout cas, moi, ça me fait toujours ça. Et Kerry James est un de ces rappeurs qui m'apaise énormément. Alors Ouais. que pourtant, ce qu'il dit est très virulent. Mais c'est tellement poétique. Mais parce qu'il le canalise justement, il arrive à canaliser cette colère et à lui donner une forme qui peut être constructive. Après, j'ai pas ces textes dans la tête, mais j'imagine qu'il y a vraiment il y a une résolution possible dans ce qu'il dit. Vu que moi, le sujet de la colère, c'est un sujet que je connais bien. Je me demande, c'est une question aussi que je me pose assez souvent, c'est à quel moment la colère a débuté que j'ai pas voulu l'entendre et à quel moment elle a commencé à sortir alors que j'essayais de la contenir. Et de toujours essayer de faire des marqueurs comme ça dans la progression d'une émotion. Parce que je suis d'accord avec le fait que c'est une émotion qui qui peut cristalliser des trucs créatifs, mais aussi qui peut l'empêcher. Et d'une certaine manière, bah, c'est de réussir à marquer ce truc-là. Et du coup, la question c'est est-ce que tu as aujourd'hui la possibilité de pouvoir partir de ta colère pour pouvoir créer un projet, par exemple? Est-ce que t'as dans la liste des projets, est-ce qu'il y en a un qui est parti Ouais. d'une colère ou d'une... Complètement. Mais il est mort-né, le projet. Quand j'avais la boutique de CBD, Ouais, bon, ça s'est mal fini avec l'associé avec qui j'étais au bout d'un an, parce que moi, je m'en sortais pas financièrement, donc je suis revenu vers Airbus.
pour essayer de m'en sortir. Et ça n'a pas plu à la personne, elle a pensé que je l'abandonnais. Enfin bref, le ressenti qu'elle a eu était à l'inverse complet de ce que je voulais mettre en avant, mais peu importe. On s'est séparés sur le projet. Et je me suis dit, mais par colère et par ego, clairement, hein, puisque ça s'est né comme ça, là, je vais monter une boutique en ligne de CBD, mais je vais ouvrir beaucoup plus large. Je vais faire du textile en chanvre, je vais faire de l'alimentaire. Donc j'avais tout un plan, j'avais commencé à bosser sur ça. Tout était nickel dans le PC. Je monte à Paris un week-end pour voir une de mes amies chanteuses. On fait un concert, je reviens à la voiture pétée, plus de PC, plus rien. Okay. Et ma première réaction, c'était de me dire, bah, en fait, ton projet, c'était n'importe quoi, en fait. Voilà pourquoi il est mort. Okay. C'était construit sur une base qui était pas du tout rationnelle. Ouais. Donc, sur le moment, j'avais perdu les fringues, les papiers. Bon, je te passe ce détail-là. Donc j'étais plus triste qu'en colère à ce moment-là. Ouais. Mais tout de suite, ma première réaction, c'était de me dire, bon, en fait, tu vois, ton projet, c'était une espèce de vengeance. C'était complètement con, en fait. Ça servait à rien. Donc là, le projet, il est mort. Puisque de toute façon, j'avais tout perdu. Toutes mes idées, tous mes liens, tous mes fournisseurs, j'avais plus rien. Je me suis dit, bah voilà, c'est un signe. Ça devait s'arrêter. Donc j'ai tout de suite arrêté. J'ai tout de suite arrêté le sujet, je suis passé à autre chose. Okay. Et j'ai retrouvé du taf chez Airbus direct. Ok. Donc ça, ouais, t'as pu quand même mesurer que t'étais parti en fait d'une colère un peu, une colère rentrée, et t'as essayé de lui donner une forme, et t'as tout qui t'a dit, bah non, abandonne, quoi. T'es arrivé assez facilement à cette conclusion quand même. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait. Ouais. Alors, je me suis pas enlevé l'idée de refaire des choses autour du chanvre, parce que c'est toujours un truc qui me passionne profondément. Donc là, je suis en train de revenir dessus, mais je le fais avec une autre énergie. Je le fais avec quelqu'un qui est dans le partage, qui est dans le... Voilà, on n'est pas du tout dans le même rapport que j'avais. Et là, j'étais dans un truc de vengeance. Ouais. Pour montrer que j'allais m'en sortir et que sortir de ce projet-là, c'était pas juste. J'ai voulu faire un contre-coup pour dire, bah non, mais moi, t'inquiète, je vais y arriver, je vais monter un truc et je vais vous plier, enfin, une espèce de truc à la con, challenge, quoi. Ouais, c'est très confrontant, ouais. Ouais, j'ai compris tout de suite que donc je me suis dit, mais en fait, c'est n'importe quoi ce sur quoi t'étais parti. Donc arrête-toi tout de suite et on passe à autre chose. Mais voilà, digère, c'est fini. La boutique, c'est fini, c'est pas grave, c'était une belle expérience, c'était génial, mais passe à autre chose, Chris. Et aujourd'hui, ça veut dire que quand t'as comme ça des trucs, des émotions qui sont un peu irrésolues ou qui trouvent pas issue, tu t'es plus attentif, tu fais plus attention justement à pas lancer des projets là-dessus? Alors déjà, j'ai appris un truc, mais ça c'est un truc, c'est avec la séparation avec mon ex-femme que j'ai compris ça. Ouais. C'est que déjà, je ne m'empêche plus de vivre aucune émotion. Okay. Donc tous les gens que j'ai pu lire à droite à gauche sur moi, je vais vous empêcher la colère, moi ceci, cela, je mets de côté direct. Ça m'intéresse pas parce que c'est nier un truc qui pour moi est, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être en colère, c'est normal, tout ça est normal en fait. Ouais. Mais par contre, je me vois faire. J'ai appris à m'observer. Et donc comme je m'observe et quand je vois que je suis en colère, je sais que c'est pas propice. Ouais. Donc je laisse couler et j'attends que ça passe. Et j'essaie de m'y remettre quand je sens que ça va mieux. Voilà, tout simplement. Ok, bah ça me paraît très. Enfin, j'essaye. Hein. Après, bien sûr. Je pense qu'on est tous, du moment qu'on prend conscience de mécanismes comme ça internes, il y a toujours un temps où on gagne en agilité avec l'expérience, quoi. Donc c'est ok, quoi. Mais je trouve que c'est important d'avoir ce regard sur soi et de se dire, bah tiens, quelle émotion est à l'origine. Et ce qui va en sortir créativement, qu'est-ce que c'est, quoi. Ça va forcément être, à un moment ou un autre, teinté de cette émotion d'origine. Complètement. Non, puis la colère, je te dis, c'est quelque chose que j'ai vécu pendant un long moment. C'est un truc que j'avais en moi depuis toujours. J'ai toujours une espèce de colère froide et qui un jour explose. J'ai toujours été comme ça. Bon, ça fait partie de moi. Puis à la séparation, j'ai eu une énorme colère qui est montée. Ça a duré des mois. J'ai jamais vraiment fait exploser ça. Ouais. Je l'ai exprimé beaucoup à travers le sport. Mais je l'ai jamais exprimé en tant que tel. Mais j'ai compris que j'avais un énorme potentiel à colère. Donc plutôt que de rester bloqué dessus pendant des mois, j'ai appris surtout à pas me battre contre et à le vivre. C'est surtout ça le truc. Parce que pendant des mois, je me suis battu contre pour me dire ça sert à rien, tu perds ton temps, sois pas en colère. Alors qu'en fait, tout était normal. J'avais complètement le droit d'être en colère. Vu ce que j'ai vécu, je devais être en colère. Et d'ailleurs, ne pas être en colère n'avait aucun sens. Ah oui, non, c'est clair. Et puis, du coup, j'ai appris à voir le truc complètement différemment maintenant. En tout cas, aujourd'hui, je suis en colère. Bah ouais, je suis en colère. Bah c'est pas grave. C'est la vie, hein. Kerry James, hein, il canalise la colère. Exactement, c'est la vie. Mais j'écris pas, moi, par contre, quand je suis en colère. Je vais faire du sport. Ça me fait du bien.
Ouais, après, c'est une manière de pouvoir extirper et donner une issue à la colère. Je pense qu'il faut être au courant est-ce que c'est une manière mentale ou une manière physique pour lui donner une issue, parce que la colère, c'est quand même une émotion qui est très forte, très puissante. Ouais. Donc, Par contre, je fais attention. C'est-à-dire que quand je vais faire du sport, je fais gaffe parce que je dis, ok, là, t'es en pleine colère. Oui, parce que tu fais des Donc sports de attention combat. à pas Donc, te blesser. Ouais. Et puis surtout, attention à pas te blesser parce que je peux être dans l'excès du coup. Donc là, je fais hyper attention à ça. Je suis encore plus attentif à moi dans ces moments-là. Et vu que t'as cette vue qui semble assez évidente sur le terreau d'origine de ta créativité, est-ce que, à l'inverse, tu sens que certaines émotions te sont vachement plus favorables? Ah bah ouais, on va dire que, ouais, je touche du bois, mais on va dire que 8 jours sur 10, j'ai quand même le sourire et je suis en forme et je suis heureux, quoi. Ouais. Donc tout ça, c'est propice. Ouais. En fait, quand je rigole beaucoup, ouais, quand il y a énormément d'humour, et d'ailleurs, les moments où j'ai du mal à sortir de ça, c'est quand il y a des jours où j'ai pas assez rigolé, quoi. Moi, j'ai profondément besoin de rire et de m'amuser, mais ça va avec la curiosité, hein. Ouais. C'est ce côté enfant que je garde et que je garderai toujours. Donc heureusement que j'ai ça au taf. Et d'ailleurs, le projet en lui-même est très intéressant, mais je suis entouré de gens qui sont drôles. Donc heureusement que je rigole énormément, mais sans rire, moi je m'éclate pas non plus, quoi. J'ai besoin de me marrer avec les gens avec qui je bosse, en fait, ou avec les gens pour lesquels je suis dans un projet. Sinon c'est pas possible. Si je m'amuse pas, si c'est juste professionnel, enfin ça n'a aucun sens pour moi. Il faut qu'il y ait de l'amusement. Tu penses que les gens comme ça, comme toi, qui essaient de se connecter au maximum à la joie, il peut y avoir une capacité à prendre de la distance avec, justement, avec les problèmes, avec les règles, avec les choses contraignantes, et d'un moment ou un autre de se dire je me mets au-dessus ou loin, et puis je vis la joie qui est beaucoup plus Alors sur le papier, c'est génial, c'est facile et machin. Dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a toujours des trucs qui te rattrapent et des situations compliquées, que ça soit familial, que ça soit avec les enfants, que ça soit avec les parents, que ça soit. Enfin, il y a plein de raisons pour des fois ramener tout sauf de la joie dans la vie de tous les jours. Mhm. Mais en tout cas, moi, clairement, c'est ça qui me sauve, quoi. Enfin, c'est ça qui me sauve. Là, j'utilisais le terme, il est pas anodin, j'ai dit sauver, donc ça veut dire que j'essaie de me sauver par le rire, mais n'empêche que le rire pour moi est exutoire. un vrai outil thérapeutique, quoi. Ouais. J'ai besoin de garder ça profondément. Et ça veut dire que dans tes projets créatifs, est-ce que tu penses consciemment à installer ou à impulser du rire, du sourire, de la joie? Il y a le fait, par exemple, tu parlais d'écrire un livre. Est-ce que un ton, à prendre avec des pincettes, mais un ton comique ou humoristique peut faciliter à transmettre un message, par exemple, pour toi? Alors, je sais pas si c'est pour faciliter, mais c'est comme ça que je le fais, en fait, parce que je suis comme ça. Le Ok. premier livre que j'avais écrit, c'était clairement ironique, en fait. Et là, celui-là, il y a forcément des moments où je vais prendre cette intonation-là, parce que c'est comme ça que moi je fonctionne et que j'amène du débat aussi par le rire. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'un des projets que j'avais depuis toujours, c'était de faire de la scène, d'une manière ou d'une autre. Donc quand on a fait du rap avec nos potes, eh ben c'était un moment de plaisir et de rire. Et le stand-up aurait été un truc fantastique, mais j'ai jamais eu le courage et j'ai jamais eu la capacité d'écriture sur ces trucs-là. Mais en tout cas, la manière dont je fais les choses aujourd'hui, typiquement, tu vois, je fais des locations de bras zéro, Ouais. je sais que c'est pour un truc convivial de bouffe. Donc s'il n'y a pas de rire pendant un repas, voilà, je sais pas, enfin, c'est pas mon. Ouais, mais du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller revoir dans ma liste que j'ai noté avec tous tes projets. Est-ce que tu penses que dedans, il y a cette part, justement? Du coup, organisation de festivals citoyens. Après, tu peux définir un peu plus ce que c'est, hein, si tu as envie. Bah oui, parce que je le fais avec des amis déjà. Ouais. C'est pas avec n'importe qui, c'est avec une boîte de production parisienne où les gens, je les connais. C'est des Ouais. amis de longue date, dont un. Donc je suis ami avec lui depuis la primaire. Forcément, moi, au sein d'un festival de musique, il y a forcément des rires. Il y a aussi des choses compliquées, Ouais. mais il y a surtout le rire. Ok. Tu pourrais donner le nom du festival ou? C'est Crussol Festival en Ardèche, Ok. à Saint-Péret, au château de Crussol.
Ok. Un lieu magistral et magnifique. Si tu as un lien, je le mettrai dans la description du podcast, comme ça les gens ils pourront les voir. Ça a été monté par mon amie chanteuse Zaz. Mm. Voilà, c'est elle qui a l'initiative de ce projet-là et c'est un chouette truc. Et ça fait 5 ans qu'il est là et c'est dur et il continue et ils y arrivent. Donc c'est génial. On continue la liste du coup. Vas-y. Création d'un escape game éco-responsable. Ouais. Bah, pareil, déjà, c'est parce que c'est avec la même boîte de production d'événementiel. Ok. Donc, c'est avec les mêmes personnes, mais sur d'autres sujets, du coup, et c'est pour les enfants. Donc, comme c'est un jeu éducatif, forcément, il y a des rires, parce on a créé des énigmes pour comprendre les concepts de l'énergie. D'où Ouais. vient l'énergie, comment on s'en sert, à quoi elle sert, et quelles vont être nos difficultés en termes de ressources, puisque tout n'est pas illimité sur notre belle petite planète. Donc, voilà, sans rentrer dans les extrêmes sur ces sujets-là, en tout cas, le souci énergétique m'intéresse particulièrement parce que c'est très concret en fait. Ouais, C'est pas ouais. idéologique, c'est pas voilà, il y a pas de croyance, il y a pas, c'est juste un fait. À un moment, il y en aura plus. Donc Ouais. il faut réfléchir à d'autres solutions. Alors après, est-ce que c'est faisable à 7 ou 8 milliards? Ça, c'est une autre problématique. Mais en tout cas, voilà. Donc rien de mieux que les enfants pour leur insuffler ces réflexions-là. Donc encore une fois, le but, enfin moi, à travers ça, c'est pas de dire nous on sait et vous devez faire ça. C'est plutôt de les éveiller et de leur faire prendre conscience. Après, chacun se fera son chemin. Il y en a pour qui ça parlera jamais, que ça s'intéressera pas. Puis Ouais. d'autres qui se sentiront impliqués et qui partiront sur des chemins comme ça. Peu importe en fait. Chacun fera la vie qui pense être la meilleure, mais au moins voilà, on les a éveillés sur ça et puis de toute façon on les a vus faire plusieurs fois et ils kiffent donc c'est génial. Ouais, et puis j'ai envie de dire, le point de départ est quand même un escape game, donc c'est-à-dire qu'on est quand même dans Ouais. une démarche clairement ludique. C'est ce que j'allais te dire. Donc, C'est censé en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Je pense que si tu vas faire un escape game et que tu t'amuses pas, change de truc, quoi. Mais là, c'est pareil, si ça te dit, enfin, en fait, il y en a 2 escape games qu'on a fait. Là, justement, Ouais. il y en a un troisième qui est en train de se monter, puisque le sujet intéresse énormément et le plus beau qui a été fait, enfin, le premier qui a été fait et qui est le plus grand, ça a été fait avec la fondation Yann Arthus Bertrand, Good Ouais. Planet. Donc là, c'est pareil, s'il y en a qui veulent aller voir à quoi ça ressemble, je pourrais te Pareil. donner Ouais, tu me donneras le un lien. lien, mais c'est topissime parce que nous, l'idée derrière, c'est d'arriver à proposer ce genre de solution un peu partout en France. Donc, voilà, nous on essaye d'éveiller les gens à se poser les bonnes questions sur ces sujets-là, sans être les donneurs de leçons, hein, parce qu'encore une fois, c'est pas du tout l'objectif. Je pense que si vous étiez dans une démarche de donner des leçons, vous prendriez pas le support de faire un escape game, mais plutôt une conférence, tu vois. C'est ça, c'est vrai aussi. L'idée, c'est quand même moi, ça rentre dans ce sujet d'éducation populaire qui me tient énormément à cœur, auquel Ouais. je crois. Je crois que c'est Onfray qui avait lancé son école à un moment sur ces sujets-là. Et c'est un truc qui a fermé, je crois. D'ailleurs, une université populaire, il avait monté un truc comme ça. Mm. C'est vrai que moi, ce côté éducation populaire me plaît beaucoup. Parce qu'en final, en fait, c'est mignon ce qu'on apprend à l'école, mais dans la vraie vie, ça marche pas pareil. Et puis surtout, tout au long de la vie, on apprend. Donc si on pouvait tous partager, ça serait pas mal, en fait. Ouais. Oui, puis de mettre les mains sur des vrais leviers qui sont concrets, de pas rester dans la théorie, quoi, aussi. Je pense que ça C'est ça. va être pas mal, quoi. Exactement. Et puis moi, j'ai besoin de concret, hein. Sans concret, je suis très cartésien sur ça, paradoxalement, alors que le mec fait de l'astrologie, et je suis très Eh, on va y cartésien. venir, attends. C'est pas pour rien que je l'ai mis à la fin de la liste. Bah, après, je continue un peu la liste. Donc, on a parlé aussi de la gestion de la boutique de CBD. Donc, on a compris que là, pour le coup, c'était pas le cas. Alors, avant que ça parte, ça parte en vrille, je m'éclatais dans la boutique de CBD, Ouais. parce que je passais mon temps à chercher des études pour mettre en évidence que le CBD était hyper intéressant, le chanvre et tout ça. Donc, je m'éclatais quand même, hein. Puis là, j'étais en scène. C'est-à-dire que je faisais des blagues aux gens. Donc je Ok. retrouvais mon côté, j'ai envie de monter sur scène, j'étais face aux gens et je vendais des produits auxquels je croyais profondément. Et donc là j'étais en scène. Donc là je m'éclatais en fait aussi. Quand tu dis la scène, c'était la boutique, c'est-à-dire vraiment la boutique elle-même avec les clients, Ouais. quoi. Ok. Mais bon, c'est comme c'était moi qui étais dans la boutique, bah c'est moi qui étais en scène d'une Bah oui, certaine clairement, manière. Tu vois, clairement. quand je parlais tout à l'heure du côté, j'aurais voulu faire du stand-up, j'aurais voulu me mettre en scène parce que j'aime rire et j'aime faire rire. Bah, tous les jours, j'essayais de caser des conneries. C'était inévitable. Je suis incapable de faire autrement en fait.
un commerce est clairement aussi un truc de représentation et que autant l'aborder comme ça, quoi. En tant que consultant pour Airbus, t'as la possibilité d'avoir tu l'as déjà évoqué, mais bon. Est-ce que ça paraît moins évident là d'un coup d'un seul, parce qu'on parle de vendre des avions, parce que je bosse plutôt sur cet aspect-là, sur la vente des avions. Mais heureusement, les gens avec qui je bosse, on rigole, mais vraiment énormément. Donc heureusement qu'il y a ça. Ça nous permet de prendre énormément de recul sur le fait que oui, forcément, là on est dans un secteur industriel énorme, qui est très mal vu par tout le monde parce que les avions c'est très mal. Oui. Moi je considère que c'est un secteur que j'adore et qui me passionne depuis petit parce que mes parents viennent de ce secteur-là, donc j'ai toujours baigné dans l'aéronautique. Okay. Moi c'est un secteur que j'adore et que j'adorerai toujours. Alors il faudra le faire évoluer et il évolue déjà, mais j'adore ce secteur. Ouais, c'est grâce à ça que j'ai pu voyager, j'ai vu des choses fantastiques dans ma vie aussi, donc je veux pas cracher sur tout ça. Mais heureusement il y a beaucoup de fun parce que les gens avec qui je suis sont très très drôles. Location de bras zéro. Bon, bah là, art de la table, rigolade, voilà. Enfin, pour moi, pour le coup, ça. C'est évident, ouais. C'est ce vers quoi je pense tendre de plus en plus. C'est-à-dire, j'ai l'impression en tout cas. J'aimerais bien, dans les projets que j'ai en tête, c'est d'avoir un resto, peut-être, pas maintenant, parce que c'est pas possible, mais donc ça va avec. Donc c'est une première marche vers ça. Ok. Et du coup, tu peux nous en parler de ton dernier livre? Bon, c'est pareil, c'est toujours pour rester dans la dynamique de partage et d'échange, partant du constat assez simple et clair que le monde va pas très très bien. Ouais. Voilà, c'est d'amener des réflexions et de poser des sujets sur la table. Voilà, c'est tout. Avec forcément, il y a mon prisme, c'est difficilement neutre, même si j'essaie de l'être le plus possible, mais j'essaie d'arriver avec des formes de recul. Donc tous les sujets sont abordés et bon, la politique c'est absolument pas drôle en ce moment. Je peux te dire que ça, par contre, ça fait partie de mes trucs de colère. Ouais. Parce que j'adore mon pays, mais je ne supporte plus la manière dont tout ça est organisé. Donc c'est même pas une question de couleur, de politique, c'est vraiment au global en fait. Je suis effaré par ça. Donc j'essaie de. C'est aussi une manière pour moi de m'investir dans ça, de donner mon point de vue sur ça, parce que sur les plateaux télé, c'est toujours les mêmes personnes. Dans radio, c'est toujours les mêmes qu'on invite. En fait, il n'y a jamais vraiment de débat contradictoire, en fait. C'est très rare, en fait. Donc, c'est aussi pour ça que tous les médias alternatifs se montent. Et oui. Donc, moi, j'essaie de suivre un peu ce qui se passe. Après, j'évince ce qui m'intéresse pas. Je garde ce qui m'intéresse. J'en ai trouvé des très intéressants. D'autres beaucoup moins intéressants parce que trop idéologiques à mon goût. Mais en tout cas, j'essaie toujours dans cette démarche de partage. Donc, il y a des rires, il y a des sourires, puis il y a du moins drôle là dans cette histoire parce que c'est l'humanité dans sa globalité quoi que j'essaie de toucher. Enfin de toucher. Je regarde dans sa globalité l'ensemble et après j'essaie de donner mon analyse. Oui, c'est une histoire de croquer, c'est une forme de croquis de l'humanité, de s'amuser à tirer des traits pour essayer d'en comprendre et d'en cerner un peu les choses quoi. Mais et c'est complètement cohérent du coup avec l'astrologie que je fais parce que c'est un peu l'objectif, enfin c'est un peu ça finalement. Donc parce que si on prend un gros pas de recul, et moi c'est une des phrases que d'ailleurs je le dis dans le livre, mais c'est une phrase que je me dis tout le temps, mais ça m'est arrivé combien de matins de me dire dire que on vit sur une sphère bleue qui flotte dans le vide. Et quand je me dis ça à chaque fois, je me dis mais waouh, mais les problèmes que t'as aujourd'hui, mais comment c'est rien en fait. Parce que à côté, il y a une galaxie qui est en train de se former, il y a une étoile qui est en train de mourir. Et attends, c'est quoi le concept en fait? Où est-ce qu'on vit en fait? Une forme de relativité. Ça me ramène toujours à la réalité. Oui, c'est sûr. La Terre c'est tellement rien par rapport à l'ensemble que du coup, je me dis waouh, zen mon gars, ça va. Oui, réussir à faire je vois un peu dans ta mécanique de faire des grands écarts comme ça en allant voir du micro, du macro et ça permet vraiment de pouvoir tempérer ou temporiser ou vraiment relativiser sur les choses puisque en s'amusant à aller visiter des pôles comme ça très, très éloignés les uns de l'autre à première vue puisque on vient de faire du lien quand même entre tous ces pôles. Ouais. Je comprends qu'il y a cette démarche aussi de toujours trouver une manière de relativiser par rapport à tout ça.
Bah, toujours dans la notion de, puisque finalement la créativité, elle apparaît aussi quand tu essaies de donner du sens à ta vie. En tout cas, j'ai l'impression, moi, Ouais. quand tu te poses ces questions-là, sauf pour les personnes pour qui c'est profondément inné et qui naturellement vont faire des trucs mais parce que c'est comme ça qu'elles fonctionnent et c'est peut-être plus tard qu'ils comprendront que c'est comme ça qu'elles donnent du sens à leur vie. Mm. Moi, c'est pas dans cet ordre-là que ça s'est fait. Et donc, pour donner du sens à ma vie, je me suis plongé vers des trucs que je connaissais pas plus. Et là, moi, ça donne profondément du sens à ma vie, en fait. Ouais, et puis je pense que la démarche introspective, si tu veux, dans tout ça, de au moins pouvoir regarder le tableau qu'on est en train de peindre, je pense qu'à un moment ou un autre, ça arrive dans la vie d'un être humain, que ça arrive tôt ou tard, ça arrive, quoi. Et tant mieux, d'ailleurs. Et je me demande, en fait, si dans tes mécanismes de création, tes mécanismes créatifs, le fait de se surprendre soi-même est un moteur. Euh, Ça aurait pu être le cas. Oui, enfin, oui et non. C'est-à-dire que c'était pas une volonté au départ, mais typiquement, si je prends l'exemple de la musique, on a fait pendant une dizaine d'années, Ouais. non, aussi une dizaine d'années. Si, pour moi, c'était surprenant parce que je me sentais pas capable de faire un truc pareil, par exemple. Je me sentais pas en capacité ou je me sentais pas légitime. Ouais. Parce que pour moi, enfin bref. Mais oui, pour répondre à ça, je pense que oui. Et t'as l'impression dans ce que tu peux, même les projets à venir, parce que j'imagine que t'en as d'autres aussi qui viendront. Est-ce que tu gardes toujours la possibilité entre guillemets, de pas être en maîtrise complète de ce que tu fais et vraiment de te dire, bah voilà, là, je vais me faire surprendre. Je sais pas quand Ah ça va oui, arriver, mais ça va venir. ah mais là complètement. Mais ça par contre je veux moi qui étais énormément dans le contrôle de plein de choses, alors Mm. bon, c'est facile à dire mais j'essaie de surtout ne pas l'être et d'être surpris, mais c'est pas un objectif. Oui. J'accepte avec énormément de plaisir toute surprise qui va venir parce que je sais que ça va être kiffant. Et d'ailleurs, il y aura des échecs pas parce que je l'ai suffisamment vécu et que je sais ce que c'est que de me monter la tête et de croire que, et puis après, c'est tout qui s'effondre, ou inversement, il y a tout qui marche, alors que je l'avais pas prévu. Et donc, par contre, je laisse la place à ça, et c'est pas du tout un objectif à la base. C'est pas comme ça que je vois le truc. Bah c'est bien, ça m'amène un peu une question qui est plus sur l'avenir en deux mots, mais aussi en un mot, ça marche. Comment tu vois l'avenir et comment tu vois ton avenir à toi? Et ben justement, j'en sais rien. Et c'est ça qui est complètement génial. C'est que comme je te disais juste avant, je me suis toujours, j'ai jamais su où je voulais aller. Ça a été une frustration parce que la plupart des enfants, ils savent ce qu'ils vont faire. Après, ils ont fini leurs études, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça. Moi, j'ai jamais su. Et en fait, j'ai accepté l'idée que je saurais jamais parce que tout simplement, peut-être que je vais toucher à tout et c'est comme ça que je m'éclate. Donc, je n'ai aucune idée de l'avenir. Ce que je sais, par contre, c'est que je resterai, autant que possible, je resterai en tant qu'indépendant, parce qu'aujourd'hui je suis indépendant, je veux absolument plus revenir salarié, ça je le sais, Mhm. parce que ça me correspond pas, parce qu'il n'y a pas la liberté avec laquelle je vibre aujourd'hui. Oui, puis Parce elle que est évidente à t'entendre. ah bah, oui, puis j'en ai besoin, parce que je peux Oui, pas toucher à tout, tu vois, du coup, là, c'est une eh forme oui, d'enfermement pour moi, en fait. clairement, oui. Donc je ne sais absolument pas, forcément, il y aura des trucs autour de la bouffe, d'une manière ou d'une autre, du chanvre, j'espère. Ouais. Mais après, place à la surprise. Et c'est ça qui est kiffant aussi. Enfin, c'est ça qui plaît aussi, quoi. Tu vois, Ouais. j'avais jamais imaginé avoir une boutique de CBD, je l'avais. J'aurais jamais imaginé rebondir comme j'ai rebondi. Pourtant, la période Covid était quand même sacrément merdique pour moi en tant qu'indépendant, comme Mhm. tous les indépendants d'ailleurs au passage, pas que Ouais. moi. Euh, et donc, je sais pas, mais je trouve ça cool en fait. Ça m'angoisse tellement pas de savoir que je sais pas ce que je vais faire. Alors si je suis en galère et que je perds mon taf ou qu'il y a plus de mission ou machin, je tiendrai un discours peut-être un peu plus différent. Ça va sûrement m'angoisser parce qu'il va falloir que je paye la maison, que ceci, que cela. Mais je pense avoir les ressources pour affronter. J'ai vécu ce genre de situation, donc je pense savoir quoi faire. Puis surtout, je suis prêt à accepter n'importe quoi en fait. Si je dois arriver à des fins
pécuniairement compliqué, aucun problème. Je remarque quand même que chez tous les créatifs que j'ai pu croiser, c'est quelque chose, c'est un terrain commun. C'est une capacité de résilience en fait qui s'est construite avec le temps. Mais c'est une capacité de résilience qui est souvent très présente et sur laquelle on peut assez se poser avec une forme de sérénité. Après, la sérénité n'est pas aveugle, hein, elle est consciente, elle est aux prises avec la réalité, mais on peut, à un moment ou un autre, quand même avoir confiance dans cette résilience. Pour terminer, ce que j'aime bien, c'est devenu un peu un rituel de fin d'épisode. Ouais, c'est une coutume, ouais. J'aime bien aller piocher dans mes lectures, dans les conférences que je regarde, dans les citations qui traînent à droite à gauche autour de la créativité. Et je me dis que cette citation, elle est quelque part, elle permet de trouver une certaine résonance avec ce qu'on a dit durant l'épisode. Et j'y vais un peu de manière intuitive parmi toutes ces choses-là. Et là, pour cet épisode, j'ai choisi un auteur de BD américain qui s'appelle Scott Adams, que peut-être tu connais. Et il est connu pour une BD qui s'appelle Dilbert. Ah, ok. Et il a écrit un bouquin aussi qui s'appelle Le Principe Dilbert, qui est paru en 96, et c'est de là qu'est tirée la citation d'ailleurs. Et cette BD, c'est un personnage donc qui s'appelle Dilbert. Cette BD, elle se veut satirique et elle met en scène le monde de l'entreprise à travers son personnage, qui est un ingénieur informaticien qui rentre pas du tout dans le moule. Et donc dans son bouquin, Scott Adams, il dit la créativité, c'est permettre à soi-même de faire des erreurs. L'art, c'est de savoir lesquelles garder. Comment tu reçois ça ? Bah, c'est exactement ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants, en fait. C'est-à-dire qu'on a été éduqués tous, je pense, dans une espèce de conditionnement de faut pas se tromper, faut pas pleurer, enfin tout ça. Et en fait, la vraie résonance pour moi, c'est trompez-vous. Moi, je pense que je suis un des seuls parents, bon, on n'est pas beaucoup, j'ai l'impression, autour de moi. Mais moi, je les incite à se planter tout le temps. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen de créer, en fait. Parce que c'est en se plantant qu'ils vont aller chercher des ressources qu'ils n'ont pas imaginées et qu'ils vont devoir inventer des trucs. Mmh. Voilà. Donc pour moi, c'est le cœur du truc. C'est vraiment trompez-vous, mais trompez-vous. Et tous les gens qui font des trucs, mais trompez-vous. C'est pas grave. C'est bien, justement. Vous allez réfléchir autrement et vous allez justement innover. C'est le meilleur moyen d'innover. Donc je ne peux être qu'en phase avec la manière de voir le truc. Après, je suis complètement d'accord et du coup t'es pas seul à penser comme ça. Non, je sais bien. Mais je vais aller un peu plus loin sur le fait c'est très bien de faire des erreurs, il faut les faire même le plus tôt possible. Mais pour faire les erreurs, il faut s'engager, il faut vivre des trucs. Donc du coup ça veut dire c'est sûr. Il faut apprendre à s'engager. Il faut oser. Ah oui, ça c'est sûr. Il faut oser, il faut dépasser certains. Mais tu sais, de toute façon, tout est relié finalement quand on prend du recul. Tu sais comment je fonctionne maintenant, mais j'essaie toujours de prendre du recul et en fait, on est bouffé de conditionnement en fait. Et c'est ces trucs-là qu'on est tous en train de faire péter au fur et à mesure dans notre vie, les uns après les autres, parce qu'on en a envie, parce qu'on en a pas envie, parce qu'on les subit, parce qu'on veut plus les vivre, parce qu'on veut plus simplement besoin, oui. Exactement. Et donc en fait, c'est tous ces schémas-là qu'on fait évoluer au fur et à mesure en fait. Et donc ça en fait partie. Faut pas se tromper, faut pas ceci, le livre du faux pas. Tu vois, le livre du faux pas, il serait magnifique. Il y en a tellement des trucs qu'il faut pas, mais en même temps, s'il faut pas, on n'ose pas. Et donc, en fait, on fait jamais rien, au final. Ouais. Et il y a quand même un prérequis, j'ai l'impression, enfin, je sais pas si c'est toujours systématique, mais il y a des prérequis pour oser. Il faut quand même avoir une certaine confiance en soi, ou au moins une estime de soi qui soit suffisamment importante. D'accord. Et je pense que je suis d'accord avec toi sur le fait que s'il y a un discours, peut-être même un unique discours à tenir face à nos enfants, c'est de lui dire c'est pas grave si tu rates, je t'aimerais pas moins. Et du coup de l'encourager à se dire que l'erreur, ça va pas diminuer l'estime qu'il a pour lui-même ou que j'ai pour lui. Et ça va peut-être même l'augmenter. Et je pense que réussir à dire je t'estime suffisamment en fait pour déjà que tu puisses t'autoriser à rater, mais aussi que tu puisses essuyer le regard de l'autre quand tu auras raté, parce que c'est ça qui peut faire mal aussi, hein. T'as raison, c'est hyper important en fait, les deux marchent terriblement ensemble. C'est exactement ça, parce qu'en soi on s'en fout de se tromper.
Et c'est surtout que les autres nous voient nous tromper. Et là, tout de suite, ça nous renvoie à nous-mêmes. Donc, je partage complètement ce que tu viens de dire. L'estime en fait, pour oser, il faut avoir confiance en soi. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il y a plein de gens qui ne créent plus, parce qu'ils n'osent pas et parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ça me saute comme une évidence, mais les gens n'ont absolument pas confiance en eux, en fait. Oui, c'est un sujet société, oui, c'est sûr. Ils ont une estime d'eux-mêmes qui est ce qu'elle est. Et on voit bien que, voilà, quoi, c'est pas la grosse estime. Ouais, non, c'est Et sûr. c'est une des problématiques de fond de plein de sujets, en fait. Bah, c'est sûr que si elle doit avoir une forme, pour revenir un peu sur ton envie, ou en tout cas le fait que tu sois d'accord avec les notions d'éducation populaire, s'il y a bien une des choses qu'on pourrait aider, porter vers ceux qui ont besoin d'être éduqués, et je parle pas forcément que des enfants, les adultes aussi peuvent profiter de l'éducation populaire. Bah oui, et de se dire, en fait, la première des choses, c'est de retrouver un terrain favorable à avoir de l'estime pour soi-même. Et là, la liste, elle peut être intéressante à développer, tu vois, dans le cadre d'un bouquin qui favorise ça. De dire, tiens, ça, est-ce que ça participe à avoir plus d'estime? Est-ce que ça aussi? Et de se positionner, tu vois, de manière un peu introspective en disant, tiens, dans toute cette liste, est-ce que moi, j'arrive à encore avoir de l'estime de moi et de m'en servir surtout. Et tu sais quoi, tu me fais prendre conscience, j'en ai pas assez parlé. Donc c'est très bien. C'est bien, c'est un peu l'endroit où le podcast marche bien, hein, c'est que je reçois plein de choses de toi, et les auditeurs aussi reçoivent plein de choses et peuvent s'amuser à vivre et à entendre les choses en résonance, et de se dire tiens, moi aussi j'ai vécu des choses similaires, mais c'est aussi de se dire c'est bilatéral, hein, il y a aussi quelque chose que tu reçois. Donc, et ça c'est cool. Ah bah oui, ça complètement, mais c'est génial parce que du coup je prends conscience que je n'ai pas assez mis en avant, comme j'aurais dû sûrement le faire, donc c'est très bien. Et la dernière partie de la phrase, je la trouve presque, c'est ça qui est le plus important, parce que finalement on le sait, c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui sait plus ou moins que faire des erreurs, fonctionner avec des essais-erreurs, c'est très important, voire même primordial. Ça, quelque part, c'est bon, c'est ok, c'est acté. Mais de dire, l'art, c'est de savoir lesquels garder, sous-entendu, c'est sur ces erreurs que je vais peut-être construire quelque chose qui aura plus capitalisé, qui sera plus précieux que les autres. Ça me paraît être plus surprenant dans ce qu'il a dit. Oui, complètement. Non, mais on est d'accord. C'est de dire que déjà, tu as un recul de fin, c'est une capacité d'analyse, mais on en revient à ce que tu disais, il y a la notion donc compréhension de soi, estime de soi, pour dire, ok, celle-là, c'est une erreur, ok, mais je la mets de côté, celle-là, c'est pas intéressant. Par contre, je vais capitaliser sur celle-là parce que celle-là, elle va m'apporter. C'est vrai que c'est ça qui est le plus difficile, en définitive, parce que les erreurs, on en a tous fait. Moi, il y en a combien que j'ai refaites 10 fois. Donc, à bout d'un moment, tu te dis, mais je comprends pas, ou est-ce que je suis vraiment complètement con, ou est-ce que je comprends pas, en fait, pourquoi je la fais. Enfin, c'est quoi le concept, en fait. J'ai pas le traducteur, là, aidez-moi. Non, mais c'est ça. Pour amener la petite touche que j'aime bien aussi, optimiste, et je sais que tu partages aussi cette chose-là, puisqu'on sait que certaines erreurs sont vouées à être juste des erreurs, est-ce que dans toutes les erreurs que tu as pu faire, quelles sont les plus belles erreurs que tu as faites jusqu'à aujourd'hui? Ou peut-être citer la plus belle erreur que tu as faite, celle sur laquelle tu as pu capitaliser aujourd'hui. En tout cas, celle sur laquelle, je pense que celle qui est la plus révélatrice là, de ces dernières années, c'est là quand j'ai voulu rebondir par ego ou par vengeance sur mon histoire de boutique. Celle-là, elle est magnifique. Parce que je sais que je l'ai prise complètement dans le mauvais sens, en fait. Et je l'ai faite pour des mauvaises raisons. Mais je vais capitaliser dessus, hein. Et je vais le faire complètement différemment. Et pas dans le même état d'esprit et pas avec les mêmes personnes. C'est intéressant de t'entendre dire que même si tu as pu te rendre compte que c'est parti du mauvais centre, il y a quelque chose de précieux quand même dans ce projet-là. Ah oui. Ah bah oui. Moi le chanvre, c'est un truc auquel je crois profondément, donc je lâcherai rien sur ça. Et là, les personnes que je rencontre ces derniers temps, et là hier soir particulièrement, justement, j'ai été voir une personne qui cultive, et c'est génial.
c'est juste fantastique en fait. Moi, je suis convaincu de tout ça. Donc je capitaliserai sur cette erreur, clairement. Je la Bon, garde. Celle-là, je la garde précieusement dans mon cœur. ouais, super. Bah, c'était vraiment agréable de pouvoir d'échanger sur tout ça et je te remercie vraiment d'avoir joué le jeu de l'interview jusqu'au bout. C'est moi, ça me fait très plaisir. Et je te souhaite aussi de pouvoir capitaliser au mieux hein, sur cette erreur-là. Je pense qu'elle elle vibre quelque chose d'intéressant. Donc je te souhaite vraiment que ça donne quelque chose. Eh ben, moi, je te remercie profondément pour l'invitation et tu sais que ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec toi et je souhaite à tout le monde de se planter et de capitaliser sur ses erreurs. C'est tout ce que je peux souhaiter à tout le monde. D'essayer. Merci à toi et puis à une prochaine. Merci mon cher Christophe. À bientôt. Voilà, cet épisode est terminé et je vous remercie pour votre écoute. Pour soutenir la diffusion, vous pouvez aimer et partager ce podcast. Et bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner pour rester informé de chaque sortie d'épisode. Et en attendant le prochain rendez-vous, n'oubliez pas de laisser de la place à votre créativité. À bientôt.